Ouais. Oui. Et bienvenue à tous. On se retrouve déjà pour cette troisième 22 novembre 2021 et on est à J-977 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Alors si vous nous découvrez aujourd'hui, déjà bienvenue, on espère qu'on va pas être trop dérangé par les problèmes techniques, donc évidemment il y a toujours des petits aléas, mais ça fait partie du truc. Si vous nous découvrez aujourd'hui, nous allons pendant 2 ans et demi suivre 4 sportifs dans leur préparation aux prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris, le tout en direct sur Twitch à 20h24, toutes les 2 semaines environ. Et pour cette troisième émission, on a le plaisir de recevoir Alexia Richard, double championne de France de beach volley. Comment tu vas, Alexia? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien déjà. Moi, ça va, j'ai connu un petit peu mieux, une attelle et un poignet cassé suite à la compétition, mais ça va. Ouais, on va en reparler tout à l'heure. Avec nous aussi, celui qui est à la technique et je peux vous dire, ça fait près d'une demi-heure qu'il est en train de se battre pour que tout fonctionne correctement. Salut Martin, comment ça va? Je suis pas serein du tout, les amis. J'espère que ça va. Pour l'instant, ça va. Je suis pas en forme olympique comme Alexia pour Excellent. des raisons différentes. J'espère que ça va aller. Je vois que Adrien nous dit qu'il y avait un petit écho. Ça, j'ai résolu le problème. On verra si pour l'instant ça va. Je m'entends toujours en double, mais ça, je pense que je vais devoir m'y habituer. Mais écoutez, toujours un plaisir de vous voir, hein, toujours un plaisir de recevoir Alexia. Ça faisait 2 semaines et demie que tu n'étais pas venu nous voir depuis le fameux J-1000. Donc voilà, on va pouvoir parler un peu de toute ton actualité, de tes tournois au Brésil. Donc voilà, Laurie, je te laisse un peu la main pour nous parler de tout ça. Alors justement, ouais, Alexia, tu es rentrée il y a quelques semaines maintenant d'un tournoi au Brésil. Tout simplement, la première question, le bilan sportif, en fait, finalement. Est-ce que tu étiez satisfaite de ce tournoi là-bas? Oui, ça fait tout juste une semaine qu'on est rentrés et super résultat pour nous. On a fini 9e sur l'un des plus gros tournois mondiaux. Donc une grosse performance, on a battu des belles équipes et malheureusement on s'est incliné à la 9e place par forfait suite à une petite chute de ma part. Est-ce que justement, vous parliez des critères de qualification de Paris, est-ce que c'est pour vous, c'était un pas en avant par rapport à ça? Clairement, là aujourd'hui, on a pris 10 places dans le classement mondial, donc on vient de rentrer dans le top 30 grâce à ce tournoi. Donc on a pris 400 points, 200 chacune. Donc ça nous rapproche du top 15 sélectif pour les Jeux olympiques, bien évidemment. On peut dire qu'on a encore le temps, mais finalement les Jeux olympiques, c'est demain. Donc on sait que les prochains tournois vont déjà être plus ou moins décisifs et super importants parce qu'avant les Jeux olympiques, on a forcément aussi la qualif au championnat du monde. Et je pense que tous les sportifs le diront, si vous n'avez pas eu un minima, une expérience qui se rapproche le plus des Jeux olympiques, donc en l'occurrence pour nous les championnats du monde,
il est compliqué d'aborder les JO sereinement, quoi. Donc, on s'en rapproche, mais l'objectif est loin d'être atteint. Mais ça nous permet et d'aller de l'avant pour la suite. C'était comment niveau ambiance, là-bas? Parce qu'on sait que pour le coup, le Brésil, c'est un beau pays de beach volley. Comment c'était tout simplement? C'était le carnaval de Rio, hein. Non, c'était super sympa. Ben, là-bas, c'est vrai que c'est un autre public, c'est des connaisseurs. La plupart sont des joueurs, hein, que ce soit le week-end, la semaine. C'est vrai que vous baladez le long de la plage, vous voyez que des terrains de beach volley. Les gens jouent dès le plus jeune âge et jusqu'à très très tard. Donc non, l'ambiance était vraiment sympa. En plus, on est plutôt apprécié du public brésilien. Donc on avait même des supporters brésiliens contre le Brésil. Ça, c'est quand même du Ah, jamais c'est vu. vrai? Ouais, c'était incroyable, c'était vraiment cool. Là, mes amis qui m'ont suivi à la caméra depuis chez eux m'ont dit: «Ah, c'est incroyable, il y a des gens qui vous encouragent en portugais derrière». Donc non, l'ambiance était vraiment sympa. Et après, on a eu l'occasion aussi d'aller voir les finales, les podiums sur le court central. Et là, c'était vraiment, ça donne envie, vraiment, ça donne envie. Je sais pas, il devait y avoir, je dirais 8 000 à 9 000 personnes. Ah, quand même. Et tous habillés de la même façon parce que les sponsors donnent forcément les t-shirts, etc. C'était vraiment impressionnant, un DJ, du show, on adore. Du coup, on voulait parler un petit peu aussi forcément de cette blessure que donc, pour le dire, à ceux qui nous regardent, donc tu t'es blessé pendant ce tournoi-là, c'est un peu le point noir. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu t'es fait, du coup? Je vais quand même remonter un peu l'historique. Il y a 3 ans, donc j'avais un tournoi à Itapema, donc au même endroit que là où je suis allée il y a une semaine. Et il y a 3 ans, en plein match, j'ai déclenché l'appendicite. Ouais. Donc je me suis fait opérer à Itapema. Je suis restée 1 semaine et demie en Faut plus convalescence que tu ailles au là-bas. Brésil, hein. C'est bon, je crois que le message est clair. Voilà, alors là, du coup, je me suis dit, nous, on a mis sur les réseaux avec ma partenaire, il peut rien nous arriver, vraiment, il peut rien avoir de pire. Et ben, je me suis retrouvée avec le même gars dans l'ambulance qui m'a amenée il y a 3 ans pour me faire opérer de l'appendicite. Du coup, en fait, pendant le dernier match, donc sur le premier set, tout simplement, j'ai pris un ballon très très mal sur le pouce. Ouais. Mon pouce a quasiment touché mon poignet. Là, je me suis dit, il était tout bleu, la tête qui tourne. Je me suis dit, bon, Alex, on panique pas, le ligament doit être pété, mais il faut s'accrocher. Donc, on a décidé de ne pas prendre de temps mort médical parce que c'était la fin du set. On savait qu'on avait un petit temps mort après la fin de ce set. Donc, une fois le set fini, j'ai plongé ma main dans la glace. Là, j'ai vu mon pouce, je me suis dit, on va pas le regarder, hein, on va jouer, puis on verra plus tard parce qu'il était tout bleu, tout gros, tout tordu. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de prendre autant de temps mort médical qu'on le souhaite. Soit après, on doit payer une certaine somme, soit on a le droit à tant de temps morts médicaux par tournoi ou par an. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, Alex, on le prend pas, on serre les dents, on est à chaud, il y a l'adrénaline, tout se passe bien. Et on perd donc les sentiments. Je dis à ma partenaire, moi, je suis la joueuse avant normalement, et je dis à ma partenaire, prends ma place et je prends ta place, je vais en défense. Premier point, ma partenaire met un bloc alors qu'elle est défenseuse. Je dis génial, on continue. Deuxième point, je fais une défense assez belle alors que je suis bloqueuse et que je déteste plonger dans le sable. Je fais une défense, je donne tout, on marque le point. Je me dis, il faut continuer. Puis jamais 203, non, c'est ce qu'on dit. Et bien, ça n'a pas manqué. Troisième défense, je plonge et en fait, mon épaule est restée bloquée dans le sable et mon corps a malheureusement continué. Et je ne suis pas une poids plume, donc j'ai eu tout mon poids sur l'épaule qui du coup est sorti, donc une luxation. Et au moment où j'ai voulu me relever après un petit coup de panique, voilà, l'adrénaline, il y a le ballon en l'air, il faut se lever. Je mets mes mains au sol, donc j'appuie fort pour me relever. Et là, je sens l'épaule qui revient en avant. Et là, je me dis, tout va bien, je me lève. 5 secondes après, je retombais dans les pommes. Ah. Et là, du coup, on a pris temps mort obligatoire, temps mort médical obligatoire, hein, le SAMU, le kiné, pour voir si elle n'était pas luxée, parce que sur une épaule luxée, il faut la remettre, on a 5 minutes pour la remettre à chaud uniquement. Et donc, de là, moi, je hurlais partout, hein, j'avais super mal. Donc, impossible de reprendre le match, hein, je ne pouvais même plus bouger le bras, ni les cervicales, tout s'est bloqué. Et de là, je suis allée dans l'ambulance et le garçon me dit « No way !» Il me dit « Alexia ». Je dis « Il connaît déjà, moi j'étais en pleurs. Je me dis « Il connaît déjà mon prénom celui-là ?»
J'ai pas que ça à faire là, j'ai mal et tout. Il me dit 3 years after. J'étais là, Oh 3 ans pitié, après. Je dis c'est énorme. non, Pedro. Et donc incroyable. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis bah, si seulement tu Encore. savais. Et En la fait, petite histoire drôle, c'est que le nouveau calendrier vient de sortir juste avant notre live, il y a 10 minutes là. Ouais. Et que le jour de mon anniversaire, donc le 3 avril prochain, la compétition se déroule à Itapema. Oh putain. Donc, Et n'hésitez pas à commenter, savoir si Voilà, j'y faut vais. aller conjurer le sort il y là-bas a maintenant. que des signes quand même. Là, je pense que c'est un peu trop, mais bon. En fait, si jamais il y avait eu que le pouce, tu aurais pu continuer. Bien sûr. Ouais. En fait, s'il y avait eu que le pouce, ça faisait très très mal, mais j'ai la chance que ce soit ma partenaire qui soit visée à ce moment-là. Donc, à la limite, si je fais pas des passes comme ça, je peux les faire en manchette. Ouais. C'est pas dramatique, il y a juste au bloc, mais bon, c'est un pouce, ça arrive à tous les volleyeurs. J'espérais juste que le ligament soit pas arraché. Et c'est vrai qu'en continuant, il y aurait pu avoir des chances parce que là, j'ai du coup une extension du ligament, mais qui est assez prononcée. Mais malheureusement, il y a l'épaule qui est arrivée dans tout ça. Ouais. C'est ta première blessure aussi importante ou tu as déjà connu des choses un peu traumatiques comme ça, au-delà des tendinites, des choses un peu qui vont, qui viennent chez les sportifs Oui, de haut niveau? fracture du ménisque, rupture ligamentaire. Non, Ouais. j'en ai déjà fait des bonnes. Ok, donc ça va. Donc Ça ça va. va, j'ai pas l'appréhension de la gestion de la T'es rodé blessure sur la récup. voilà, qui arrive derrière normalement. Au niveau de la rééducation, du coup, ça te demande combien de temps? Ça te demande quoi, j'imagine, de la kiné? Comment ça se passe? Et ben du coup, j'ai eu la chance, j'ai été, appelée hier par, le chirurgien parce que, bah, du coup, on a fait une IRM, dès qu'on est arrivé, hein. J'ai passé les radios là-bas pour voir si rien n'était cassé. L'IRM en rentrant qui montrait une petite fissure, au niveau de la capsule de l'épaule et du coup, ils ont demandé un arthroscanner, donc une injection de produit de contraste pour bien mettre en lumière si fissure il y a ou non et donc fissure il y a de 8 millimètres. Et j'ai eu la chance parce que dans mon malheur, j'ai quand même bien fait les choses. J'ai fait une petite fissure parfaite. Ah ouais. Parfaite, qui ne s'opère pas, qui se guérit toute seule. Voilà, donc je fais quand même les choses bien, il faut le savoir. Donc non, ça va être de la kiné. Encore une semaine et demie, 2 semaines d'attel, sachant que ça fait déjà plus de 7 jours que j'y suis. Ouais. Et de la kiné, et puis après une reprise tranquille. Et pour enchaîner, je l'espère, on attend la réponse de l'aval de mes coachs, mais sur un tournoi, on a été invité le 3 janvier. OK. Oui. Donc ça va venir très vite, quoi. On espère. Ouais. Et comment tu compenses du coup en termes de préparation physique? Est-ce que tu fais du vélo? Est-ce que tu fais, je sais pas, tu marches? Comment est-ce que est-ce que tu t'entretiens? Parce que forcément, tu peux pas avoir le jeu avec le ballon, avec Alors, il y a l'attel. Comment est-ce que tu pas attends de pas en de attente? jeu avec le ballon, ça c'est sûr, hein, autant si j'avais eu que l'épaule gauche, j'aurais pu faire des contacts un bras pour garder. En fait, c'est juste garder le contact avec le ballon. Là, c'est un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, j'ai une muscu normale avec, de la presse, des Bulgarian squats, voilà, juste avec des choses qui permettent de rien faire avec les épaules. Du coup, après, il y a plusieurs choses qui existent. On peut lester au niveau du bassin, il y a pas forcément, au beach volley, il y a pas forcément besoin de beaucoup de poids, de charge. Bien sûr qu'on a des cycles force, mais là, on est dans une phase où il faut qu'on s'adapte et c'est pas un problème de s'adapter. Donc, je continue à fond la muscu, du bas du corps et je continue mes protocoles d'épaule pour, ce qu'on disait tout à l'heure, les tendinites, hein, qui arrivent souvent, surtout chez les volleyeurs et du coup, du renforcement, on va recommencer doucement, je pense, avec le kiné. Là, on mobilise un petit peu parce que, j'ai le bras en écharpe, donc on essaye de pas trop perdre en mobilité et ensuite un peu de kiné et puis, bien sûr du vélo. Je vais pouvoir, je pense, reprendre très rapidement la course, dans le sable, modéré, donc avec le bras qui bouge pas trop partout et voilà, donc au final, non, on s'adapte bien. Il y a tout un staff derrière moi, que ce soit, kiné, médecin, ostéo, entraîneur, prépa physique, donc on arrive à manager ça avec un bon, team spirit. Est-ce que quand tu as commencé, tu avais un peu cette peur de la blessure? Ou est-ce que mentalement, dès le début, tu t'étais dit: «Bon, non, on donne tout, de toute façon on verra bien», ou il y a une petite appréhension, au moins quand on commence, quoi? Aujourd'hui, l'appréhension, moi, elle est passée parce que, avant le beach volley, j'étais en équipe de France de volley et puis avant le Oui. volley de salle, j'étais en équipe de France de tennis. Donc j'ai commencé très, très jeune le haut niveau.
Donc, j'ai été vite, malheureusement, confrontée aux blessures, fractures de cheville, etc. Donc, aujourd'hui, j'ai plus l'appréhension de la blessure, j'ai plutôt l'appréhension de perdre mon niveau. Là, j'étais dans une super phase et j'ai hâte de vite reprendre, en fait, pour juste essayer même si je peux gratter qu'un jour, le prendre parce que c'est un jour de moins à rattraper. Et compte tenu des échéances et les jeux qui arrivent bientôt, on n'a pas le temps, en fait. Beaucoup le voient dans 1 an et demi, 2 ans, mais non, on n'a pas 1 an et demi, c'est rien. C'est rien en termes de préparation. Donc là, on sait déjà qu'on a des tournois qui arrivent. Donc il faut que l'appréhension, elle parte vite et qu'elle laisse place à la récup. Et surtout, on peut bosser le mental, on peut bosser plein de choses, même quand on est blessé. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même un point important pour les sportifs de haut niveau. On a toujours quelque chose à travailler. Comme quelqu'un au travail, tout simplement, qui ne peut pas faire telle ou telle chose, il aura quand même quelque chose d'autre à pouvoir faire. Et donc là, c'est pareil. Oui, d'accord. Mais ça doit être l'enfer. Moi, je pense que déjà, quand on fait du sport à un petit niveau comme moi, quand je vois des zouzous-zonzons comme Corentin qui est dans le chat, qui fait de l'athlétisme déjà dans une démarche de performance au niveau français, alors quand on parle de préparation olympique de très haut niveau, le moindre petit pépin, la moindre petite semaine où on n'est pas à 100%, on ne peut pas s'exprimer. Mais dans la tête, franchement, vous devez être dans un état de nerfs qui doit être fou, quoi. On peut dire que je crois que je suis exécrable. Ça y est, on a fait un peu de jours. Je m'insupporte moi-même. Ah, mais ça m'étonne pas, mais c'est normal. Mais même Là, moi, ça alors commence à qu'on aller s'en fout mieux au parce final. que je peux bouger un petit peu, mais les premiers jours, il fallait me doucher, il fallait me faire à manger, il fallait me faire la vaisselle. Bon, la vaisselle, ça me va. Mais le ménage, ça aussi, c'était cool. Mais là, malheureusement, je commence à rebouger un petit peu. Donc, je me sens un petit peu plus autonome. Mais ouais, non, j'ai l'impression d'avoir besoin d'une auxiliaire de vie, quoi. Et quand on est sportif, rien que ceux qui en font juste le vendredi et le samedi, là, moi, je deviens insupportable avec moi-même. Et là, ça devient compliqué. Donc, heureusement que j'ai repris la muscu aujourd'hui. J'ai pu me défouler. Mais fallait pas 2 jours de plus. Ouais. C'est un truc qu'on entend souvent, notamment là, par exemple, quand de grosses échéances sportives arrivent, de dire que finalement, ce qui fait que le sportif va se blesser, c'est la peur de se blesser ou de vouloir en faire moins avant pour éviter la blessure et que c'est à ce moment-là que ça pète. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vrai? Pour moi, le mental dans le sport a une énorme place. Et moi, je suis pas du coup dans l'appréhension de la blessure. Mais c'est vrai qu'avant les grands événements, tout sportif a du stress qu'il arrive à manager plus ou moins, ou à transformer en bon stress. Et c'est vrai que le corps est plus fragile. Le corps, il faut faire vraiment attention à ce que vous faites. Moi, je sais que je suis un peu tête en l'air, j'ai un peu des grands gestes. Je sais qu'avant les compètes, il faut que je fasse gaffe. C'est-à-dire qu'il faut pas que je change ma routine. Chose qu'on a eu du mal à trouver avec mes coachs, ça fait maintenant 2 ans, qu'avant chaque compétition, on ne change à rien pour pas risquer la blessure, on met pas des charges lourdes, on met pas des charges légères, vraiment, on ne change rien pour que mon corps ait pas de nouvelles informations, en fait, à réceptionner et à traiter. Donc, pas d'appréhension, mais je pense que pour des personnes, peut-être, je pense à des sports où il y a pas beaucoup de moyens, il y a pas forcément de prépa mentale, oui, ça peut être quelque chose qui peut provoquer la blessure. Mentalement, c'est sûr. Là, nous, sur cette compétition, c'était notre 3e match de la Est-ce que journée. On s'était levé à 5h30. On a mangé que des shakers protéinés parce qu'on n'avait pas le temps de faire les matchs. Et nos adversaires, c'était leur premier match de la journée. Donc, quand je revois les images de cette blessure, je me dis, mais c'est que la fatigue, c'est que ça. Ça montre que c'est vraiment le corps qui réceptionne la fatigue et qui traite les infos et qui fait pas attention, quoi. Ouais. Est-ce que tu adaptes à l'entraînement ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire des choses un peu moins risquées, entre guillemets, avant les grandes échéances? Est-ce que vous pouvez vous permettre ça? Par exemple, je pense au ski alpin. Là, il y a un des descendeurs de l'équipe de France qui vient de se faire les croisés alors qu'on est à 90 jours des JO. Eux, ils n'ont pas le choix presque quand on s'entraîne en descente. Faut aller à 100%, sinon tu ne progresses pas. Est-ce que vous avez, quand vous arrivez à 10 jours, une semaine, 5 jours d'un grand tournoi, des choses que vous arrêtez de faire, qui peuvent justement sur les poignets, les coudes, les épaules être un peu plus traumatisantes? Alors non, justement, on évite parce que encore une fois, notre corps, il est habitué à se donner à 100% tout le temps. Et si d'un coup, on lui demande de se donner plus qu'à 70, il va être sur la réserve. Et là, on a encore un plus gros risque de blessure.
Donc non, et en plus, avant les compétitions, on a souvent, comme dans beaucoup de sports, un cycle de 2-3 jours, 3 séances de muscu, de force pour vraiment tuer le corps. Pendant 2 jours, on est morte, et puis dès qu'on arrive le jour de la compétition, le corps réexplose. Donc non, on a juste des cycles qui sont adaptés à la compétition, mais pas à notre corps. Ok. Comment tu sais intégré à ton quotidien le côté prévention? Du coup, toi, tu t'es blessé à l'épaule. J'imagine que c'est peut-être l'articulation que tu bichonnes le plus un peu, sur laquelle tu fais le plus de prévention au niveau de. Je pense à un de mes cours d'anatomie, on parlait de la coiffe des rotateurs. J'imagine que ça te parle. Donc, c'est quelque chose que tu entretiens un peu tous les jours? Bah alors, si je devais vous faire la liste de ce que je dois entretenir, moi j'ai commencé le beach, mon échauffement il durait 5 minutes 30, et puis aujourd'hui je suis à 45 minutes, donc j'ai 2 hernies discales, donc je dois échauffer les lombaires à max, mobilité du dos, j'ai une tendinite à l'épaule droite, donc j'ai les protocoles à faire tous les jours, j'ai une fissure au ménisque, donc j'ai pareil protocole à faire. Enfin non, c'est un enfer, hein, j'ai l'impression, même ma mère qui a 50 balais est plus en forme Ça que me moi je ne le rassure, suis c'est aujourd'hui, hein. normal. Donc non, mais après c'est quelque chose hyper important, hein. Moi j'ai mes 2 protocoles, surtout genoux, épaules et beaucoup de dos. Les 3 protocoles du coup que je fais quotidiennement, et je sais que quand je ne le fais pas, je m'octroie parfois le samedi, le dimanche, mais quand je le fais pas plus de 2 jours d'affilée, si je fais un stop de 2 jours, je sais que je le sens, et là je risque de réinflammer les petits problèmes. Donc non, on est beaucoup suivis là-dessus. Justement, après-demain, on a rendez-vous avec notre physio pour refaire le point de tous les problèmes qu'on a eu dans l'année, Ah oui. les nouveaux problèmes, les problèmes qui sont un peu guéris, etc., pour refaire des nouveaux protocoles pour adapter notre corps et le préparer au mieux, et surtout le protéger, quoi. Est-ce que tu as un souvenir de cet apprentissage, de la nuance entre la blessure qui va être obligée à t'arrêter et la petite blessure qui passe, tu te dis, bah ok, on n'a jamais rien, aucune douleur, comme tu le dis. Donc peut-être au début, on est un peu alerté par des choses qui sont pas forcément graves, alors qu'on laisse traîner des choses qui vont au final empirer. Comment tu as un peu pris en main en fait ton corps, entre guillemets? C'est un peu bizarrement dit, mais Alors, est-ce que tu as eu cet apprentissage-là? ça remonte il y a longtemps, du coup, moi, quand j'étais au tennis, mais si je parle beach volley, c'est vrai que rien que de marcher dans le sable, le premier jour, je suis sortie, j'avais des contractures. Je suis même pas passée par l'étape courbature, hein, ça a fait contracture. Et là, je me suis dit, waouh, ça va être super compliqué, Alexia, on a juste marché, couru. Et donc, de là, j'ai plutôt appris à faire la différence en grandissant aussi, hein, parce qu'on s'y intéresse, entre courbature et contracture. La courbature, elle est normale. La contracture, elle est normale aussi. C'est juste un management des deux qui est différent. Donc, je pense que personne nous l'a directement appris, mais on a quand même le staff physique qui nous a aidé à avoir le droit chemin, c'est-à-dire nous dire, là, tu as une contracture, mais tu risques rien. Par contre, là, tu as une contracture à tel endroit, on va éviter cet exercice, mais on va plutôt faire ça, ça, ça pour travailler le même muscle, mais de manière différente. Donc, ça a été plutôt de la gestion, de la prise de conscience, je pense, et de l'apprentissage, hein, des différents muscles, de l'anatomie, hein, déjà dans un premier lieu. Et dans un deuxième, apprendre les différences entre qu'est-ce qui est une blessure grave, qu'est-ce qui est une blessure acceptable, qu'est-ce qui oblige à s'arrêter ou non. On a des questions de Babas sur le programme, du coup, le calendrier du World Tour qui est sorti en effet il y a une heure ou deux. Alors, tes objectifs, du coup, pour 2022, quel tournoi est-ce que tu veux faire? Il y a notamment les mondiaux qui seront du coup mi-juin à Rome et C'est une ça. date mi-septembre en France, mais on ne sait pas exactement où pour l'instant, je crois. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses cochées, un peu des classiques, un peu des. Tu as parlé d'Itapema qui revient un peu tout le temps. Qu'est-ce que ce sera les grands rendez-vous? Est-ce que j'ai des scoops à vous dire où ça va être en France? On va voir après. Ouh là là, Le calendrier, c'est encore un sujet sensible, hein. Ça fait qu'1 heure qu'il est sorti. Donc, pour la faire simple, avant, il y avait un niveau de World Tour. Ça s'appelait le World Tour, de 1 à 5 étoiles. Plus vous alliez vers le 5, plus c'était les meilleures équipes du monde. Nous, on faisait 3, 4, 5. Et bien là, ils ont décidé de tout arrêter. Donc, même nous, on est dans un nouvel apprentissage. Là, maintenant, c'est le Pro Beach Tour. Donc, il y a 2 niveaux. L'élite, qui regroupe les 16 meilleurs. Ouais. Pas une de moins, pas une de plus, les 16 meilleures équipes. Le tournoi organisateur a forcément un ticket gratuit d'entrée pour l'équipe qu'il souhaite, qu'elle soit dans le top 16 ou non. Et ensuite, on a les challengers. Donc nous, c'est notre catégorie, c'est les 16 à 40
quelques. Sachant que les élites peuvent participer sur nos tournois, mais nous, on ne pourra pas participer sur tous les tournois élites. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Là, le calendrier vient de sortir. Je vais vous dire les dates. Forcément, il y a Étape Emma, comme je vous disais, le jour de mon anniversaire. Donc, celui-là, je ne sais pas si je vais le faire. Je sais pas. Mais justement, peut-être que c'est l'étape à franchir. À un moment donné, il va falloir... Ouais, mais on dit jamais 203 là-dessus aussi. Va falloir arrêter de voir Pedro. Et puis... C'est ça. Je vais demander à Pedro de démissionner de l'ambulance. Non, là, la saison recommencerait vers le 10 mars avec 2 tournois consécutifs au Mexique. Ensuite, le Brésil. Donc ça, il n'y a pas de gros rendez-vous. C'est le circuit Challenger. Donc, c'est les tournois classiques, entre guillemets. Et en fait, c'est là où, pour l'instant, parce que d'autres tournois vont sortir petit à petit, mais pour l'instant, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on aurait une pause du 3 avril au 8 octobre. Et donc, c'est ça qui me rend un petit peu amère depuis cette sortie depuis 1 heure sur le calendrier. Je fais les 100 pas chez moi. Et donc, on espère que les tournois qui vont sortir vont s'implanter dans cette période parce que c'est inconcevable d'avoir une off-season en pleine saison. C'est quand même incroyable. Et ensuite, ça reprendrait le 5 octobre jusqu'à peu près au 20 novembre et on ferait Égypte, Maldives, Chine et Australie. Donc, ça fait rêver, on va pas se mentir. C'est plutôt sympa en plein novembre, on pourra se faire un petit live. Et comme certains ont pu le voir, du 15 au 18 ou 19 septembre, il y a un tournoi en France. On ne sait pas encore, c'est sous réserve de contrat. Donc, tout simplement parce que dans l'optique des Jeux Olympiques de Paris 2024, il faut bien qu'on s'entraîne à organiser des gros events de beach volley, à en faire la promotion, à trouver des sponsors, à trouver des ambianceurs, etc. Donc, dans cette optique-là, ils souhaitent développer l'année prochaine déjà un tournoi, sachant qu'en 2023, ils seront obligés d'en faire un. Ils seront obligés. Donc, ce que la France veut faire, c'est organiser les championnats d'Europe. Donc, à voir si c'est validé ou non. Mais là, ils ont décidé de sortir un tournoi qui est sous réserve de contrat encore quelques semaines, je crois. Donc, ça sera officiel. Je ne vais pas vous spoiler, mais j'en sais rien du tout. Mais je pense que ce sera à Paris. Et ils auraient plutôt intérêt à s'entraîner sur le lieu des Jeux et à mettre en place un tournoi dans une ville où il y a beaucoup de trafic, etc. Parce qu'il faut gérer aussi les transports, beaucoup de choses. Donc, je pense qu'ils auraient plutôt intérêt à le faire sur Paris, même si à l'époque, il y avait le gros tournoi à Marseille qui correspond plus à l'idée qu'on a du beach volley, c'est-à-dire la plage et le sable. Là, on est à Paris. Donc, il y a Paris-Plage, je vous l'octroie les Parisiens, mais quand même. donc, non, je pense que ça se déroulera à Paris si ça se déroule. Ouais, forcément, dans une volonté peut-être un peu de comme tu l'as dit, de faire de la pub peut-être d'ici 2024 et aussi pouvoir un peu se jauger, voir si forcément pas arriver en 2024 et allez, on met du sable ici et on voit comment ça se passe, quoi. C'est ça, c'est surtout gérer un event, comme on le disait le premier jour, en France, le beach volley, ça arrive, mais doucement mais sûrement. Quand vous dépassez juste notre frontière, ne serait-ce que la Suisse, c'est des arènes de 15 000 personnes, quoi. Donc, c'est aussi peut-être faire connaître aux gens ce sport, déjà dans un premier temps, parce que les personnes, quand je leur montre, moi, mes amis, les premières fois des vidéos de beach volley, ils me disent « Ouah, mais c'est encore mieux qu'un concert, quoi !» Il y avait des DJ du style Afrojack, des DJ super connus, des shows, des performances et aussi du beach volley, quoi. Donc, c'est vraiment du show et je pense qu'il faut aussi habituer les gens à voir ça et les intriguer pour qu'ils aient envie d'acheter leur ticket et qu'ils viennent voir un peu ce que c'est le beach volley et soutenir les équipes de France. Ouais. Alors, il faut que tu me parles du rancho à Royan, parce que Babas me dit qu'il propose un tournoi à Royan, alors pour aller au rancho après. Ah, mais si, le rancho, je connais, mais oui, une petite boîte avec la devanture rouge, là, en plein cœur de Royan. J'y suis jamais allée, on doit le faire avec les Anas, ça fait partie de notre liste, notre checklist. Avant, peut-être du coup après les Jeux, mais on doit y passer, donc on pourra en rediscuter dès qu'on y sera passé. Et du coup, je renchéris là-dessus. Comment tu gères un peu cette hygiène de vie-là? Est-ce que tu t'autorises à sortir un peu? Là, en fonction des périodes, comment est-ce que tu gères ça? Est-ce qu'en termes d'alcool, de nutrition, est-ce que tu es plutôt du genre à serrer la vis
à 100% ou est-ce que tu te donnes un peu des bols d'air avec ça aussi? Non, moi, pour être tout à fait transparente, je ne me mets pas de barrière à 100 parce que je pars du principe que si je suis bien mentalement en respectant des limites, bien évidemment, je serai bien dans ma performance à l'entraînement. Il y a des gens, chez qui ça marche, hein, de se mettre 100 0, petit dérapage, que ce soit sur l'hygiène de vie ou autre. Moi, c'est quelque chose que j'ai essayé du coup, parce que c'était important d'essayer. C'est quelque chose qui a pas du tout fonctionné chez moi. J'ai besoin de voir mes amis, enfin, vous vous rendez compte avec ma partenaire Lézana, Ouais. on part, quasiment, 6-7 mois de l'année, on est enfermés dans la même chambre, on s'entraîne ensemble, on mange ensemble. Donc le beach volley, on est vraiment à fond dedans. C'est un sport où, bah, on a la chance de voyager, mais c'est aussi pas forcément un avantage, dans le sens où on peut vite, se sentir oppressé. On voit toujours les mêmes personnes, le même staff. Donc non, c'est important quand même de pouvoir s'aérer quand on est sur des périodes un peu off. Donc non, je vois mes amis le week-end. Après, bah, forcément, j'ai des limites, hein. C'est pas parce qu'eux décident de boire un peu plus ou de faire d'autres choses que moi je les suis, mais par contre, c'est important pour moi de partager ces moments-là avec eux parce que ça me fait un peu m'évader aussi du beach volley et c'est ça qui me permet de respirer, en fait. Au début, tu avais essayé, genre, tu t'étais dit, régime strict, coucher à 22:00, c'était des trucs comme ça? J'ai fait un régime, parce qu'il faut savoir qu'au beach volley, la plupart, ça peut être un sport, on en parlait la dernière fois, c'était très intéressant, sur les complexes un peu féminins parce que nous, on Ouais. joue en brassière. Quand vous voyez, les brésiliennes, je savais même pas qu'on avait plus de 6 abdos dans le corps, quoi. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. La plupart des filles sont quand même hyper, bien gaulées pour être honnête. Moi, je dis pas que je suis mal foutue, mais c'est pas mon cas. J'ai pas mes abdos apparents, donc forcément, c'est un complexe. On y pense quand on commence, on se dit: «Bon, ben là, OK, on est en hiver, c'est bien, on a le t-shirt, mais dans 2 mois, on est en bikini et là, c'est Mmh. autre chose». Donc non, je m'étais mis à faire un régime strict avec, diététicien et cetera, en pesant mes aliments. Mais j'ai fait la pire complète de ma vie. Ah ouais. Vraiment, c'était horrible. Je sentais que j'avais pas d'énergie, j'avais le droit qu'à je me souviens plus exactement, mais j'étais à 80 grammes de féculents que le midi, pas de féculents le soir. Enfin, c'était catastrophique. Vraiment, je suis arrivée, je sentais que j'avais pas d'énergie. Par contre, j'étais bibendum, hein. J'étais, musclée comme jamais. Et beh, non, non, moi ça me va pas, il faut mon Abdal. Et non, après, bien sûr que je fais attention, je suis suivie par une diète, donc surtout sur l'aspect protéines en fonction des cycles, hein. Comme je le disais tout à l'heure, on a des cycles force, bah, là, il faut qu'on régénère les muscles et cetera rapidement, donc forcément, il y a un apport protéines et cetera. Quand on va, au soleil, on a des minéraux, enfin voilà, il y a beaucoup de Mmh. choses. Je fais attention, mais je ne suis pas à 100 dans cet aspect-là. Je m'octroie quand même quelques plaisirs, et bien sûr, j'essaye juste de les adapter en fonction du moment. C'est-à-dire qu'entre 2 compétitions, non. Là, il y a pas de plaisir. Oui, on se fait un petit churros avec, ma partenaire, mais voilà, ça s'arrête là. Et quand, on a, comme là, peut-être un mois de break, bah, là, vendredi, je vais avec des amis au resto et ça me fera plaisir de partager ce moment avec eux et me dire: «Bon, bah, les féculents, c'est pas non plus dramatique, les vegetables, enfin les légumes, c'est pas grave si on n'a pas ce soir», voilà. Donc ça, j'essaye d'adapter en fonction du moment. Ouais, parce qu'il y a toujours finalement, à chaque fois on y revient, ce lien entre le bien-être mental et le bien-être physique, quoi. Il est super dur à trouver, hein. Il est super dur à trouver et je pense que c'est pas que dans le sport, hein, le bien-être mental et physique, ça marche pour tout le monde entre, le travail, ceux qui ont pas le temps de manger et cetera. Ouais. Enfin, voilà, je pense que c'est un équilibre qui est super dur à trouver. Moi, aujourd'hui, je pense l'avoir trouvé. Je pense honnêtement pouvoir faire encore quelques efforts sur certaines choses. Par exemple, je vais vous confier, bon, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret, je suis addict aux saucissons. Mon plus beau cadeau de Noël, moi, c'est un saucisson, hein, très clairement. Donc j'ai commencé le beach volley, on m'a dit: «Alexia, tu peux pas en manger un tous les 2 jours, c'est pas possible». Du coup, je suis passée à un tous les 3 jours, mais j'ai aussi compris que c'était pas possible. Donc non, il y a des choses sur lesquelles je peux encore restreindre un petit peu pour améliorer la performance parce que le but, il est là, hein, comme je vous le disais, j'avais fait un super régime, j'étais impliquée à fond. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui je ne le suis pas, mais ma performance n'a pas été présente. Donc bien Ouais. sûr, j'ai pas essayé que sur une compétition, hein. J'ai essayé sur 2-3 et ça n'a pas été présent. On en a parlé avec le staff et je n'étais plus explosive, je n'avais plus d'énergie. Donc de là, on a réadapté le régime, hein. C'est un peu draconien comme mot, mais du coup, non, je pense avoir trouvé mon équilibre et il me reste quelques petits efforts à faire que je vais faire pour Paris parce que c'est l'objectif d'une vie, donc voilà. Est-ce que, au contraire, il y a des choses que tu trouves dans tout cet aspect professionnalisme, on fait toutes les choses bien, nutrition, sommeil et tout. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves super faciles à faire, qui font un peu partie
de tes qualités d'athlète professionnel au niveau sommeil, voilà, toutes ces choses un peu invisibles qui ne sont pas de l'entraînement pur. C'est exactement ça, en fait. Ça qui est intéressant, c'est que le sport de haut niveau, il y a une grosse partie d'invisibilité. C'est genre comme un iceberg. On voit que le dessus. Ils font de la muscu, ils s'entraînent, mais tout ce qu'il y a derrière, on le voit pas. C'est-à-dire que la sieste, plus ou moins, entre guillemets, obligatoire si tu veux être performant l'après-midi, personne la voit. Et quand moi, je dis, tu t'entraînes combien d'heures par semaine, je compte la sieste dedans. Et les gens, ils me disent, mais Alexia, on va pas compter la sieste. Et je leur dis, si, parce qu'à la place de la sieste, j'ai autre chose à faire aussi. J'ai des choses à faire de ma vie. Le repos, c'est du boulot, comme on dit. Exactement. Donc, non, moi, la sieste, ça, c'est très facile. Dormir, j'adore ça. Non, après, pour moi, l'alimentation, il y a des moments où c'est difficile. Par exemple, quand on fait tes copains, ils font un McDo et puis tu sais que tu as déjà fait ton cheat meal de la semaine. Là, t'hésites. Donc, des fois, tu dis oui, des fois, tu dis non. Donc, il y a plus cet aspect-là d'engrenage avec tes amis que tu ne vois pas souvent et tu n'as pas envie d'être la fille qu'on laisse à part parce qu'elle n'est jamais là. Donc, c'est un peu aussi un juste milieu à trouver par rapport à ça. Après, non, pour moi, c'est mon quotidien. Donc, c'est facile d'aller chez le kiné, c'est facile de prendre le temps pour aller chez le kiné, de faire mes protocoles en dehors de mes séances, plus ou moins. Et j'aime tellement ça que j'en fais pour les copains, les copines. Ça me fait plaisir aussi de les aider. Donc, non, pour moi, il n'y a rien de difficile parce que c'est mon métier et j'aime ça. Par contre, c'est des sacrifices qu'on choisit de faire, bien sûr, mais c'est des sacrifices. Et avant de continuer, merci Alexia, parce que je disais à tout le monde que j'étais pas sportive, mais je fais à peu près une sieste, tous les jours finalement. Et voilà. Donc, voilà. Voilà. Un talent caché, hein. Il y a pas, il y a pas de secret. Grosse charge d'entraînement pour Laurie. Très solide en sieste. En vrai, c'est tellement important. C'est tellement important pour la performance. Nous, c'est primordial. On en discute avec mon partenaire. C'est primordial parce que quand on enchaîne le matin 2 heures de beach, 1 heure de muscu et qu'après, on a 2 heures de beach ou un cardio, si on veut être à 100%, en fait, c'est juste de l'investissement. Si on veut être à 100%, il faut faire la sieste. Moi, les jours où je vais en entreprise travailler, je ne fais pas la sieste. Et c'est les jours où je m'entraîne très mal. Ah ouais. Je m'entraîne très mal parce que je n'ai pas le repos nécessaire, que ce soit mental et physique, pour pouvoir performer à 100% 2 heures après un entraînement, quoi. Est-ce que dans ton entourage, il y a du coup des gens qui font du sport, quel que soit le niveau, et qui ont du coup cette rigueur plus ou moins poussée de vouloir un peu faire le job, comme on dit, donc d'avoir une alimentation au moins un minimum saine, de voilà, pas être dans la débauche entre guillemets en permanence. Par exemple, on parle avec les pentathlètes de très haut niveau aussi, vice-champion olympique à Rio. À mon avis, au quotidien, c'est peut-être plus facile à gérer quand on est tous les deux dans la même alimentation, même routine, quoi. Comment est-ce que tu vis ça de ton côté? D'un point de vue famille, pour parler très franc, pas un bain. Plutôt des adeptes café-clope. Dans mon entourage, oui, mes amis sont des anciens ou la plupart des sportifs. J'ai une très très bonne amie à moi, une de mes meilleures amies qui a été en équipe de France de judo. Aujourd'hui, j'ai 2 copines avec qui je traîne tout le temps qui viennent de se mettre au beach volley parce qu'elles ont découvert à travers mon sport. Elles sont venues me voir au championnat de France à Arles. C'était la première fois qu'elles voyaient vraiment en vrai du beach volley. Elles ont adoré, elles sont mises au beach volley et puis là, elles ont leur premier tournoi la semaine prochaine, donc je vais les encourager. Tu fais naître des vocations en plus. C'est ça, et puis je suis le coach officiel, donc si elles échouent, ce sera ma faute. Non, mais autour de moi, j'ai quand même des sportifs. Et c'est là où ils font quand même attention à ce qu'ils font, à l'alimentation, à leur hygiène de vie. Par contre, j'ai pas de grands sportifs qui doivent faire des sacrifices pour leur hygiène de vie. Et c'est là où il y a quand même une grande différence, je pense, avec Valentin, où sa conjointe partage, entre guillemets, son mode de vie à lui et vice-versa. Donc là, c'est plus facile. Mais j'ai quand même des amis qui me soutiennent. C'est-à-dire que peu importe les choix que je fais, ils sont là derrière. Ils m'aident des fois à me dire « Non, non, Alex, là, faut pas que tu déconnes. Tu vas là, tu fais ci, tu fais comme ça. » Donc non, j'ai quand même des amis qui ont conscience de ce que je fais. Et ça, c'est important. Tu parlais de la sieste tout à l'heure. Tu as publié une story Insta, j'ai trouvé intéressante il y a quelques jours.
C'était à propos d'une couverture gravité. Alors du coup, une couette C'est génial. lourde. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est, à la fois l'objet, à quoi ça sert, et ton lien avec l'entreprise, est-ce que c'est un partenariat, tout ça? Alors, faut dire que quand je fais du coup pas la sieste, que je mange pas et que je fais pas de beach volley, j'ai une 4e passion, c'est participer à des jeux concours. Je bassine tout le monde avec ça, mes amis n'en peuvent plus. Mais dès que je trouve un jeu concours qui m'intéresse, je me dis: «Allez Alex». Et il se trouve que j'ai pas mal de chance et là, j'ai participé à un concours pour gagner une couette pour dormir mieux et je me suis dit: «Alex, tu dors déjà beaucoup trop, viens, on dort encore mieux et plus». Allez, feu participe. Pam, je me suis retrouvée au Brésil avant mon match à savoir que j'avais gagné. Alors là, les copines qui me disent: «Oui, tu as encore gagné». Moi, tout «Oh yes, c'est génial». Et du coup, j'ai reçu cette couette, sauf que, bah, vu que j'ai aucun bras, impossible à soulever parce qu'elle fait 8 kilos. Donc c'est super. Là, elle est que pour moi, elle est individuelle. Je l'ai pris rose, hein, bien sûr, hein, girly. Et elle est vraiment individuelle, c'est-à-dire que je leur ai donné mon poids, ma taille, et cette couette est adaptée. Donc en fait, c'est une couette qui du coup vraiment enveloppe tout votre corps. Et c'est-à-dire pour bouger la nuit, c'est super compliqué. Là, avec mon épaule, c'est encore plus compliqué. Mais pour se retourner, bah, du coup, toi qui fais pas de sport, tu devrais en prendre une parce que vraiment, pour le coup, ta nuit, elle est super sportive. Rien que Mais pour se mais retourner, c'est dur. du coup, j'imagine que c'est le même principe que les couvertures lestées, c'est ça? Alors, Il y a c'est pas un longtemps, je suis ouais. tombée sur, pareil, c'était sur un site, un peu style nature et découverte, de ce genre de couverture. Du coup, il y avait, oui, je crois 7 kilos, 8 kilos, même 12 kilos. Et en fait, j'imagine que ça permet de calmer la respiration, non? Enfin, je l'imagine comme ça un peu. Exactement. Bah, alors moi, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit: «Comment je vais dormir étouffée?» Bon, c'était ma première question et en fait, j'ai passé ma meilleure nuit, quoi. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une qualité de sommeil, telle quelle. En fait, ça calme vraiment tout le corps. Genre, vraiment tout le corps est calmé et on a l'impression de former qu'un avec le lit. Vous allez me prendre pour une folle, hein, mais vraiment, c'est les sensations que j'ai eues de former qu'un avec le lit et la nuit est super calme, pas agitée, Ouais. heu Moi, c'est et du toutes coup, les nuits, ça. je me suis dit: «Bon, bah, c'est Alex, tu as essayé une fois, bon, bah, OK». Et en fait, ça fait 3 jours et ça fait 3 jours que je passe mes meilleures nuits, vraiment. Et tu peux quand même te tourner du coup? Ou tu Alors dois dormir, sur le dos? et beh, Pour toi, c'est-à-dire que avec ton épaule, peut-être en ce moment, c'est compliqué, mais oui, bah, là, pour l'instant, on dort en j'appelle ça une position 3/4, c'est-à-dire à moitié sur le dos, mais l'épaule en l'air. C'est un truc un peu atypique, c'est chouette, essayez. Mais non, en fait, vous choisissez votre position dès le départ. Ça peut être sur le ventre, sur le dos, comme il le disait aussi, c'est sympa de le mettre devant les films quand vous êtes allongé et ça vraiment, ça ouais, calme tout le corps et non, n'importe quelle position. C'est possible de se tourner, mais en fait, votre corps le fait pas. C'est ça qui est d'accord, bizarre, ouais, c'est que ouais. moi, normalement, je donne des coups de pied à tout va et là, je suis super calme. Je me réveille dans la même position où je me suis endormie, genre, ma nuit est platonique. Ah ouais. Donc en fait, ça marche vraiment pour, un petit peu calmer les nuits, agitées, pour les gens qui ont de l'anxiété et cetera, ça peut, Ouais, c'est ça, je me suis sentie vachement apaisée, en fait, c'est ça le mot. C'est, vraiment, je me suis sentie apaisée depuis 3 jours. J'espère que ça va continuer, mais du coup, moi qui étais un peu sceptique, pour le coup, j'adore, vraiment j'adore. ah ouais. Du coup, tu Ça penses ça m'intéresse. réutiliser ça, peut-être pas au quotidien, je ne sais pas si c'est conseillé de l'utiliser toutes les nuits, mais est-ce que dans certaines périodes, avant des grandes compétitions ou dans des périodes un peu plus, ou dans ta vie quotidienne perso, tu es un peu plus stressé, est-ce que tu penses que ça peut être un élément intéressant à mettre en place pour améliorer le sommeil? Complet, complet, bah, je compte l'utiliser, on peut l'utiliser quotidiennement, donc je compte le faire. On dit qu'on sur le site, il est marqué, donc j'attends de voir, hein, que les 28 premières nuits, on sent vraiment et après le corps s'habitue, mais reste relâché quand même. Donc non, je vais continuer à l'utiliser, parce que je vois les bienfaits. Là, on a reçu d'un partenaire Bioleka, plein de produits pour, justement aider à la récupération, des tapis chauffants, hem, une sorte de support pour masser les pieds parce que les pieds sont vecteurs de tous les organes au niveau du corps, pour ceux qui s'y intéressent un peu, de la réflexologie plantaire. Du coup, non, on a reçu plein de trucs pour aider à la récup et c'est vrai que là, je suis un peu dégoûtée du coup d'avoir l'épaule et de pas pouvoir tester Ouais. ça en étant à 100 à l'entraînement. Mais il me tarde qu'une chose, c'est vraiment parce que moi, je
je suis vraiment impactée par la récupération. J'en ai besoin et j'aime bien qu'elle soit optimale. C'est-à-dire que même si c'est pas la meilleure des récup, tant que moi, je me dis que je donne le 100% pour être bien, ça va marcher parce que mon mental a une force assez énorme sur moi-même. Donc, il me tarde juste d'enlever l'épaule et d'aller me donner à fond sur le terrain et de retester tous ces produits à la fois parce que c'est des bons partenaires qu'on a. Il n'y a pas d'argent derrière, hein, pour être très honnête. Mais par contre, ils nous aident en termes d'équipement à valoriser et à surtout récupérer davantage et plus vite et mieux. Tu as senti une espèce d'évolution parce que ça fait longtemps que tu fais du sport, tu l'as dit, tu as fait du tennis et cetera. Est-ce que tu as senti une évolution dans la proposition de produits pour, améliorer les performances? Mais du coup, plus pour améliorer, j'ai envie de dire le bien-être physique et cetera. On a parlé de la couverture, tout ça. Est-ce que, finalement, tu es un peu devenue adepte de ce genre de produit-là, quoi? Alors, j'en ai eu que j'ai pas forcément aimé. Faut essayer. En fait, chacun, les ANA réagissent différemment. Par exemple, elle, Ouais. je sais que les électrodes, on a un petit truc, un petit boîtier portatif maintenant connecté au téléphone pour pouvoir faire des massages de récup, etc. par l'électrostimulation. Moi, je suis pas très réceptive à cela. Je sais que ma partenaire l'est beaucoup. Par contre, là, on a eu un tapis chauffant du coup, qui est tout le temps là. Et moi, ça, pour le dos, c'est génial. Vraiment, c'est quelque chose qui marche énormément pour moi. Depuis que, avec les ANA, on est rentré vraiment sur le circuit international et qu'on a perfé, qu'on commence à perfer, qu'on a eu les titres de championne de France depuis 2 ans, là, on commence à avoir de plus en plus de propositions. Mmh. À côté de ça, je pense que vous l'avez vu sur les réseaux, on a notre asso qu'on a monté qui s'appelle Paris sans S 2024, en mode faites le pari avec nous. Et là, c'est vrai que là, l'objectif, on a notre agent, on regroupe vraiment des partenaires qui nous tiennent à cœur. C'est-à-dire, on a plein de propositions, mais on ne les accepte pas. On veut vraiment du Made in France pour emmener des partenaires de qualité, en fait, et français sous la Tour Eiffel. Ouais. Là, on a eu Cabaya récemment, mais on a l'association charolaise La Belle Rouge. On a tout pour faire un pique-nique. Donc ça, c'est génial. C'est la stratégie de notre agent et on la trouve top parce que Ça c'est va te plaire, ça. des produits français et que de la qualité, que ce soit les paysans de Rougeline, la viande charolaise, Cabaya pour tout ce qui est sac à dos, voyage, etc. Non, c'est top. On sait bien parce que là, depuis 2 ans, on grandit et les projets grandissent avec nous, en fait. Ouais. On monte notre asso. Moi, je suis présidente de l'asso. Du coup, j'apprends aussi à gérer les papiers, la recherche de partenariats, la défiscalisation, tout ça, etc. Et c'est vrai que je sens qu'on a franchi depuis 2 ans un step dans la recherche de partenaires et des personnes qui nous accompagnent. Là, on est vraiment sur de la qualité et l'avantage, c'est qu'on choisit, nous, avec qui on veut travailler. Et ça n'a pas de prix. Alors qu'au début, c'est vrai que dès qu'on nous proposait un petit partenariat, que ce soit à titre financier ou juste équipementier, on prenait parce que c'était les premiers. Ouais. Aujourd'hui, on a décidé d'orienter notre stratégie et de choisir avec qui on veut travailler pour des valeurs, pour des raisons qui nous sont communes, quoi. Il y aura du saucisson, du coup? Là, c'est vraiment, j'en ai parlé hier à mon agent et je lui ai dit, il manque plus que ça. Il manque plus que le saucisson. C'est chez Alors, si nous. on a ça, moi, je vous le Allez. dis, hein, pour parler de jeu, je suis dans la merde. Donc non, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait Allez, du on va saucisson. terminer par un petit quiz, mais avant ça... Vas-y, pardon, je t'ai coupé la parole, je t'en prie. Non, c'est bon, vas-y. Ok, allez, donc avant mes petites questions à moi, il y a 2 questions dans le chat pour toi, Alexia. Tout simplement, quel est l'objectif pour Paris? La question se pose vraiment? L'objectif, il est clair, une médaille d'or sous la Tour Eiffel. En fait, le plus important, peu importe les Jeux Olympiques, l'objectif, c'est la médaille d'or. On n'y va pas pour faire de la figuration comme sur n'importe quelle compétition. Ouais. Mais là, c'est d'autant plus valorisant parce que c'est devant les amis, devant la famille, devant la fédération qui nous investit sur nous depuis de nombreuses années, devant les sponsors qui ont parié sur nous. Donc non, l'objectif, il est clair, il est d'aller faire une médaille avec toute notre équipe. Eh ben, tu sais quoi, moi, si tu gagnes à Paris, je monte une boîte de saucissons et je te sponsorise à vie. En mode LeBron James, À à vie. vie. Mais là, du coup, on fait une Deuxième croix sur Los question Angeles si tu fais ça, parce que je serais tellement bibendum. Attends, une fois, ça suffit, c'est du bien, déjà, c'est un beau palmarès.
Babas aussi nous demande une question un peu plus précise et pointue. Toi qui as fait l'équipe de France junior, quelle joueuse de cette génération t'impressionne le plus? Donc les jeunes joueuses françaises, la nouvelle vague un peu, j'imagine, qui arrive. Est-ce qu'il y a déjà des têtes qu'on peut imaginer dans cette génération 2024 ou c'est plus 2028? Comment est-ce que tu vois la jeunesse arriver? Du coup, là, on parle de volley de salle, si je comprends bien. Parce que j'étais en équipe de France de volley de salle C'est pas et précisé, peut-être beach volley aussi. alors beach volley, nous, on s'entraîne pas du tout avec les jeunes, donc c'est vrai qu'on les voit pas du tout évoluer. Je trouve que ce qui manque dans le groupe qu'il y a, c'est vraiment une hargne, genre l'envie de gagner et vraiment la déception si vous perdez et pas on vient, on joue et on voit ce qui se passe. J'ai du mal à Ça, comprendre ça. ça se forge, hein, soit on l'a, pour moi, soit on l'a pas. Et si on l'a pas, il faut vraiment le travailler. Et cette soif de victoire, vous avez beau être le meilleur techniquement, le meilleur mentalement, Ouais. le meilleur dans tout ce que vous voulez. Pour moi, si vous n'avez pas soif de victoire, si vous n'avez pas cette hargne sur le terrain qui fait que vous êtes capable de tout pour gagner, et ben pour moi, ça ne marchera pas. Et je trouve qu'il manque un petit peu ça, et ça commence là à se développer. Après, encore une fois, on les voit pas souvent. On les voit pas souvent, les jeunes, mais je trouve qu'il y a des beaux potentiels et il manquerait juste de travailler ça. Après, c'est vrai qu'elles font pas beaucoup de compétition. Et sans compétition, c'est dur aussi de progresser, de toucher au niveau, d'avoir cette soif de victoire. Parce que quand on n'a pas de compète, on n'a pas vraiment d'objectif. Ouais. Donc, maintenant, et je pense qu'il faut qu'elle continue et qu'elle soit peut-être un peu plus rigoureuse, si je puis dire, et avec l'envie vraiment de gagner et d'être la meilleure. Parce qu'on a beau être finalement un sport co à s'entraîner au début à 6, 8, pas vraiment d'équipe. Au final, c'est individuel, hein. Il y en aura une qui sortira du lot et qui sera mise avec une autre, et c'est tout. Et sous la Tour Eiffel, c'est pareil. Il y aura soit une équipe si on ne se qualifie pas par le ranking, soit 2 équipes, mais le reste, il n'y en aura pas. Donc, cette soif de victoire, elle se cultive dès à présent. Et pour moi, si vraiment les juniors, il y en a une ou deux ou trois ou quatre ou six qui veulent aller aux Jeux Olympiques, il va falloir rentrer dedans et se cogner un peu, je pense, tous ensemble. Parce que il y en aura, tout le monde n'ira pas aux Jeux Mais on peut faire Olympiques. du haut C'est une niveau vraie sans bataille. avoir cette énergie-là, cette dalle et cette envie de tout démonter, quoi. Parce que justement, ce côté culture de la gagne, on dit souvent ça, ouais, la France, on n'a pas la culture de la gagne et tout. Et dans la bouche de très grands champions, comme Kevin Meyer l'avait dit, je crois, un peu après les JO. Et moi, franchement, je ne comprends pas comment on peut faire du haut niveau, dédier sa vie à son sport et pas avoir envie de je comprends qu'il y ait des choses dans le quotidien, dans l'hygiène de vie qui puissent être compliquées, mais quand on s'entraîne, quand on est sur le terrain, quand on y est, quand on pratique son sport, bah, ça me Bah, paraît fou de me dire bah, je suis très fort, je fais du haut niveau, je suis dans les meilleurs de mon pays, mais j'ai pas cette dalle, quoi, cette hargne. c'est ça, c'est que en fait, pour moi, là où je rejoins Meyer, et j'avais exactement retenu ce qu'il avait dit, je suis complètement d'accord avec lui dans le sens où pour moi, on ne le développe pas assez jeune. Là, quand on peut voir, pour moi, les jeunes, l'encadrement fait que ça n'aide pas à développer ça chez elles. Moi, c'est quelque chose vraiment, une hargne, la hargne, je l'ai, que j'avais naturellement et que j'ai toujours. Là, on a eu malheureusement au Brésil, je dis malheureusement parce qu'on a rencontré la France en 16e, donc l'autre équipe de France. Moi, c'est inconcevable que je perde contre une autre équipe de France. C'est encore plus motivant. C'est pas l'objectif parce que c'est bien, hein, si on les bat, ça veut dire qu'on bat des équipes qui sont 45, 50e mondial. C'est pas l'objectif. Par contre, quand vous rencontrez quelqu'un d'autre qui peut potentiellement prendre votre place dans 2 ans sous la Tour Eiffel, ça doit pas passer. Et là, c'est vrai que sur ce match, moi, j'ai usé beaucoup de voix, beaucoup d'énergie, avec beaucoup de hargne, peut-être un peu trop, ça m'a valu un carton. Mais c'est vraiment pour montrer que nous, on l'a développé, notre groupe là de 4 avec les filles, c'est vrai qu'on l'a développé. Et chez les jeunes, il manque ça, il manque cette soif de victoire. Et pour moi, je te rejoins, Martin, on ne peut pas faire du sport de haut niveau si on n'a pas cette soif de victoire. Ou alors, on ne performera pas. On restera un bon joueur, mais on ne sera pas un excellent joueur. Mais ça, est-ce que ça s'explique par le fait, enfin, selon toi, est-ce que ça s'explique par le fait peut-être qu'il y a, peut-être pas encore assez d'engouement pour le sport? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que ce sont des jeunes qui ont pas été élevés comme ça?
Voilà, parce qu'après tout, il y a des sports qui sont moins médiatisés, moins connus, etc., mais où il va y avoir des joueurs qui vont tout donner. Enfin, voilà. Mais comment tu l'expliques? En fait, je pense que ça fait partie du travail du staff pour moi. Quand on arrive à 14-15 ans, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Hein. Quand on est en équipe de France, on est contente, on a l'école le matin, entraînement l'après-midi, études. On se rend pas compte de la chance qu'on a. Et aujourd'hui, à 25 ans, je peux me dire que purée, si j'avais su, j'aurais donné encore plus. Parce que on n'est pas, je pense que c'est le staff, c'est la mentalité. Bien sûr, tout n'est pas de la faute du staff. Hein. Mais moi, je me souviens être arrivée dans un groupe où il y avait déjà 5 filles, qui ça faisait déjà 1 an qu'elles étaient au Crêpes. Et moi, je suis arrivée, j'étais toute seule, la nouvelle. Et moi, je l'ai pris comme un sport individuel. Je me suis dit, OK, tu as 5 adversaires. Tu n'as pas ta partenaire plus les autres. Tu as 5 adversaires. Aujourd'hui, avec l'AISE, on se bat pour être tout le temps meilleur que l'autre parce que quand je suis visée, j'ai envie que ce soit elle qui soit visée. Donc moi, je vais être meilleure pour que ça parte sur elle. Et c'est complètement individuel finalement. Et si on pense toutes les deux comme ça, en fait, à la fin, ton adversaire, il ne sait plus qui viser parce que tout le monde est bon. Donc, je pense que juste, elle ne développe pas assez cette compétitivité. Et peut-être rien n'est fait autour pour les mettre en compétition, à part les sélections pour les championnats d'Europe. Voilà, c'est sur une semaine. Mais je pense que le staff, la France, dans le milieu du sport, il gagnerait davantage à mettre plus en compétition les jeunes et dès le plus jeune âge parce qu'on n'est pas là pour faire copain-copine. Si on n'a pas d'amis, c'est pas grave. C'est pas grave tant qu'on est pris et qu'on va à son objectif, quoi. Et je pense que malheureusement, elles n'ont pas encore assez conscience de ça et l'encadrement qu'il y a autour ne les aide pas à évoluer plus vite que la normale. Ok, ouais. Encore une fois, c'est le fond de ma pensée, mais moi je te rejoins, Martin. Pour moi, si t'as pas soif de victoire, tu peux pas devenir champion. Bah ouais, c'est ça. Et puis après, même à tous les niveaux, enfin, parmi mes potes qui font de l'athlétisme, qui sont dans le chat, je sais très bien qu'il y en a, ils ont le mental du haut niveau. Ils sont beaucoup plus forts que moi, je respecte beaucoup le niveau qu'ils ont atteint, mais ils n'ont pas forcément les qualités physiques de faire vraiment un niveau international en équipe de France, de penser au JO. Mais s'ils appliquaient leur modèle de pensée à un potentiel de base exceptionnel, mais ils cartonneraient, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Je pense qu'il faut développer ça un peu en France et je rejoins Meilleur sur ce qu'il a dit, en tout cas. On va avancer un petit peu, comme il est déjà presque 21h30. Désolé pour les petites questions sur ton parcours, Alexia. En plus, on fera une émission un peu plus sur revenir en longueur sur ton enfance, sur comment ça s'est passé. C'est pas la première émission. On en fera d'autres. J'espère. Promis, j'achèterai une caméra. On en a déjà un petit peu parlé. Mais il y a des questions sur un peu toutes les thématiques. En tout cas, c'est avec plaisir que s'il y en a qui ont des questions un petit peu, je vous ai préparé un petit quiz. N'hésitez pas à écrire. Ouais, je suis désolé pour les décalages de son. Moi, parfois, j'ai l'impression de vous couper la parole énormément. Désolé pour les questions dans le chat auxquelles on n'a pas trop le temps de répondre. À moi de poser des questions pour vous deux, Alexia, Laurie, et dans le chat aussi. On va faire un petit quiz sur le beach volley. Bon, forcément, Alexia, tu connais mieux que nous tous réunis, j'imagine. Non, mais voilà. Mais j'ai essayé de trouver des petites questions un petit peu originales, un petit peu insolites, pour voir si on pouvait trouver des choses que tu ne connaissais pas dans ton sport. Je vous garantis. Donc, n'hésitez pas dans le chat à répondre. Laurie aussi. Laurie, Alexia, on va attendre un peu que le chat ait le temps d'écrire, de répondre, avant que vous donniez votre réponse à vous. Alors, juste une chose, j'ai des fois des petits soucis techniques. Des formats vrai ou faux, donc voilà, une affirmation. Non, désolé Martin, je finis. J'avais juste des petits soucis techniques qui faisaient que des fois, je vous entendais plus. Donc, si je réponds pas, ça se trouve, je connais la réponse. Enfin, voilà. Mais je vous ai pas pareil. Bien sûr. Quelle menteuse. Surtout, on ne prend pas le téléphone. Non, mais arrêtez de vous défiler, là. C'est pas grave. Moi aussi, j'ai appris 6 réponses en 6 questions. Ah bah, donc, j'aurais eu zéro réponse. J'espère que j'en aurai une quand même. Bon, allez, vas-y. Les amis du chat, soyez là, parce que la première question arrive. C'est un vrai ou faux. Le beach volley a été inventé en Floride dans les années 1920. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va laisser appeler 15 secondes, 15-20 secondes.
La prochaine fois, on prépare un petit jingle à la comment ça s'appelle, Tu veux gagner des millions avec les lumières là. Ouais. On va déjà commencer par essayer de pas avoir de On nous dit décalage faux, de Corentin nous dit son. faux. Le Faux. beach volley, ça a été inventé dans. Ouais, c'est vrai que je mets un peu la charrue avant les bœufs. Alors, à votre avis, du coup, Laurie Alexia, est-ce que Ça me paraît, Mais en je plus, pense c'était pas en avant, hein. Floride. C'est en Californie, non? Ouais, avant. c'est en Californie? Très bonne Suspense. réponse de Laurie Verrier. Et c'est bien dans les années 1920 pour le coup, selon Wikipédia en tout cas. Bon, la source Voilà, Ah. allez, ce sera ma seule contribution. contestable. mais- Ok, du coup, deuxième question. L'idée, c'est que on cherche un chiffre. Il faudra du coup être le plus proche possible de ce chiffre. Donc pareil, on va laisser un peu le chat réfléchir et répondre. Combien de médailles olympiques pour le Brésil en beach volley? Sachant que le beach volley est olympique depuis 1996 à Atlanta. Donc on a eu 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 7 éditions. Avec un tournoi féminin, un tournoi masculin. Donc si je suis pas trop nul en maths, ça fait du 7 fois Ah, on 3 compte fois les deux 2. tableaux? Oh, c'est compliqué. Bah ouais, je pense, 42 Ah oui, médailles potentielles. Si je dis pas de bêtises. Ah. On nous dit 56, bah 56 c'est beaucoup trop, déjà. Ça je peux te le dire, Un petit Corentin. peu beaucoup quand même. On nous dit beaucoup 13 du côté de d'éditions. Babas. Les filles, vous pensez à combien du coup? 12, 15? Ouais, ouais, je dirais entre 9 et 13. Mais t'as dit qu'il y avait eu combien d'éditions? 96, 2000, 2004. Ouais. 7 2008. éditions. 7 éditions. Sachant que non, il y a les USA qui ont gagné pas mal de fois. Ouais, on doit être peut-être à 7, 8. Ouais, je dirais 5, mais vraiment au pif. Et ben, je crois que Babas est soit très fort, soit est allé checker un peu la réponse parce qu'il a pile la répartition des couleurs en 13. plus. Oh, Donc il y a 3 putain! médailles d'or, 7 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Donc ça fait 13 médailles en tout pour le Brésil. En effet, les Américains ont gagné plus de titres, 5 de mémoire. Avec 11 médailles en tout, et après ça tombe direct à 3 médailles, je crois, pour l'Allemagne et d'autres pays comme ça. Ouais, Donc on a ouais, vraiment c'est deux vraiment nations qui dominent de vraiment loin les USA qui ont les réussi. mondiaux. J'avais lu qu'il y avait seulement 2 nations qui avaient réussi à un peu, genre, briser, l'hégémonie des États-Unis et du Brésil. Ouais, l'Allemagne et je sais plus quel était le deuxième pays. Il y a l'Allemagne qui a gagné pas mal enfin, gagné, qui a fait des podiums olympiques, qui a fait aussi aux médailles d'or. C'est pas l'Australie? Et il y a l'Australie, je crois, avait fait. Alors les autres, les autres nations qui ont gagné du coup des titres, on a l'Allemagne Il y a avec le 2 Canada médailles d'or, l'Australie une médaille d'or, et la Norvège du coup à Tokyo avec les garçons, si je dis pas de bêtises, cet été. avec Moll et Sorum, qui ont juste rajouté un petit titre de plus à leur nombreux palmarès. Impeccable. Et ben, en tout cas, Babas, très solide. Du coup, on a dit qu'il y avait 2 nations qui dominaient beaucoup le palmarès olympique du beach volley. Mais est-ce que c'est vrai ou faux que l'Estonie a déjà remporté une médaille olympique au beach volley? Le chat, je vous laisse le temps un petit peu d'écrire. Bon, pour dire vrai ou faux, Santa Monica en Californie, il y avait du monde. Pour se mouiller sur le nombre de médailles d'or, il y a un peu moins de monde. Donc là, je vous écoute sur l'Estonie, pardon. J'attends la réponse de Babas et je vous demande. Laurie. Parce que Babas, Bah, nous, on va suivre Babas. c'est le Jean-Paul Olivier du beach volley. Babas, dis-nous tout. Eh ben, je ne vais pas vous dire sa réponse, mais elle n'est pas encore arrivée. Ouais, je vous Babas, écoute il du coup, dort. Laurie et Alexia. Est-ce que l'Estonie
a remporté une médaille olympique en beach volley? Non, je vois pas, non. Mais c'est bizarre parce que si tu l'as Laurie, posé, tu vois, on peut-être? pourrait. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi, mais puis surtout les gens qui disent oui sur le chat, ils n'ont surtout pas Est-ce que regardé ça sur s'invente internet. pas? Est-ce que ça s'invente? Moi, je me dis toujours ça. Ah, ça s'invente pas, ça, c'est pas possible. C'est sûr, oui, si la question se pose, oui. Ouais, non, allez, moi je dis vrai. Eh bien, non. Bon, bah, L'Estonie n'a jamais remporté une médaille Ça me olympique en beach paraissait volley. Par bizarre. contre, la Lettonie, oui. Oui, ah, Une médaille de bronze pour la Lettonie. ouais. Comme quoi, il n'y a Mais pas les besoin Lettons d'habiter sont dans des bons, hein. pays Les paradisiaques Lettons où il sont fait très beau toute bons, l'année. sont très bons en filles et en garçons. En filles, les Lettonnes sont deux filles de notre génération, 96 et 97, et elles se sont qualifiées par un TQO, donc tournoi de qualification olympique, pour Tokyo. C'est l'année dernière. ok. Et Moll et Sorum, les Norvégiens qui ont gagné, ont Justement, là, on va 5 parler ans, de... donc très jeunes. Désolé pour les petits décalages de son, encore une fois, on va s'améliorer, c'est le début. Justement, on va parler des pays un peu improbables, entre guillemets, pour faire du beach volley. Il y a des pays qui n'ont pas de littoral, donc pas de plage, donc c'est un peu incompatible avec le nom du beach volley, mais donc des pays qui n'ont pas de littoral et qui ont participé au JO en beach volley, sans faire des médailles, mais qui ont participé. Alors, combien il y en a eu dans l'histoire, donc depuis Atlanta? Combien? Il n'y en Combien a de pas pays? énormément. Je ne vous cache pas que je ne suis pas allé chercher une stat folle. Mais là, 3. au-delà de connaître le beach volley, il faut déjà connaître sa carte du monde. Là, vous m'avez perdu. Vous m'avez pas demandé Ben voilà, mais c'est ce que je t'ai pas dit. faible, Moi, la géographie. évidemment, si je te demande des trucs, la taille du terrain, tu vas le savoir, alors que nous, non. Oui, ça va. 3. Non, un peu plus. Alors, j'attends dans le chat un peu, faut se mouiller, les amis, là. Combien de pays qui n'ont pas d'accès à la mer, pas de littoral, ont participé au JO en beach volley? Attends, déjà, quels pays n'ont pas accès à la mer? On nous dit 3. On me demande de répéter la question, ce que je viens de faire. Je le répète encore une fois. Combien de pays qui n'ont pas de littoral ont participé au JO en beach volley? On nous dit 3. On nous dit 8. À votre avis, Alexia et Laurie? 5, 6? Moi j'avais dit 3. Pas mal. C'est plus dans les 3. En fait, il y en a 2. Il n'y a eu que la Suisse et la République tchèque. Donc, la Suisse qui a même fait une médaille, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Non. Les Suisses, les Si, 2 médailles de bronze même. Ouais, elles sont qualifiées, c'est toujours les mêmes. Et qui est une des aussi une des dates un peu classiques, hein, un des lieux où le World Tour a l'air de revenir assez régulièrement, dans une station de ski, je ne sais pas comment ça se prononce, Stade. À Stade et à Lucerne. Ça marche. Eh ben, écoutez, il me reste 2 questions. Encore un vrai ou faux. On connaît du coup le volley en salle, on connaît le volley sur le sable, le beach volley. Mais est-ce que, vrai ou faux, est-ce que le volley sur la neige, ça existe? En Allez, dans pro? le chat, je vous attends un petit Ou pas peu seulement? avant de demander à Laurie et à Alexia. J'essaye de pas donner d'indices avec ma tête. Ouais, est-ce qu'il y a des compétitions? Est-ce qu'il y a des championnats? Ouais, Est-ce que pourquoi ça pas. existe vraiment? Est-ce que c'est un truc sérieux? Est-ce que c'est pas juste, oui, évidemment, on peut faire du volley dans la neige en soi. Mais est-ce Ouais, que c'est structuré pourquoi comme un pas. sport? Et la réponse est... Tadam, c'était un roulement de tambour. Tu dis oui, Laurie? Oui. Et la réponse est oui. Le snow volley. Et ça, c'est marrant. Allez voir sur YouTube. En vrai, il joue à 3 contre 3, par contre, je crois. Ouais. T'as déjà essayé? Moi, dans la neige? Moi, je suis plutôt pas. une fille des îles, hein. Non, j'ai pas essayé et vu comment je suis à droite, je vais pas m'y risquer, je pense.
Dernière question, alors la plus impossible, à mon avis, très concrète. Quantité de sable il faut pour préparer une aire de jeu de beach volley. Sachant que du coup, le terrain, ça fait un rectangle de 24 mètres sur 18. Combien de tonnes de sable il faut? Allez, je vous la fais à 10 près. Je voulais écrire Combien dans de le chat. tonnes de sable il faut pour ensabler le terrain? Dans le chat, on attend un chiffre à 10 près. Les filles, vous pouvez réfléchir de votre côté. Je ne sais pas comment j'ai eu cette idée de question, mais c'est très sérieux. Il y a des bons petits PDF des fédérations françaises, Ouais, internationales et tout, qui ont les bonnes infos. T'as dû regarder l'article sur les championnats de France de Arles où ils ont annoncé combien de tonnes de sable ils avaient ramené. Ah, même pas, j'ai pas trouvé ça là-dessus, mais ouais, en fait, c'est très codifié. Ils disent vraiment, bon, il y a ça, il faut ça. On nous dit 170, on nous dit 230, les filles, je vous 350. écoute. 350 tonnes. Laurie, il faut parler. Non, mais non, en vrai, j'aurais même pas dit autant. J'aurais dit, du coup, j'aurais dit 200, 250 à peu près. En même temps, ça paraît Laurie, énorme. au pifomètre total, c'est toi qui es le plus près du coup, parce que c'est 280 tonnes. Voilà, vous coucherez tous moins bêtes. 280 tonnes pour faire du coup un terrain de... Mais ça, mais c'est énorme. C'est grâce à la sieste, ça, Martin. Ouais, la fraîcheur mentale, toujours. Ah non, c'est énorme ce qu'il faut. En fait, c'est ce qui coûte le plus cher dans un event de beach volley. Au-delà de mettre des tribunes, c'est vraiment ramener le sable. Et pour la petite histoire, à Arles, en fait, le sable qu'ils ont ramené était mouillé. Et donc, du coup, le sable était complètement tassé et c'était du béton. Ah. C'est vrai que du coup, dans le chat, ils nous demandent, Adrien nous dit, ils n'ont pas tous la même densité. Quel sable? Mon sable breton, c'est plus light. Bon, ça, c'est le côté chauvin, mais il n'a pas tort. C'est super. Est-ce qu'il y a des catégories? Est-ce que c'est codifié? Ouais. Est-ce que voilà, il y a un dosage à faire? Alors, je ne m'y connais pas précisément dans tout ce qui est codification, mais je sais qu'il y a différentes catégories de sable. Nous, à Toulouse, quand les terrains ont été créés, donc il y a 8 ans, si je dis pas de bêtises, à peu près, à un an près, on avait le sable le plus fin d'Europe. Et c'est vrai que nous, notre sable intérieur, c'est un enfer pour se déplacer, un pas en vaut 10. Et quand on arrive sur les compétitions, on a le filet là et on se dit, ouais, quand même, ça sert à quelque chose de sauter, de galérer pendant 3 mois dans la zone enfermée. Parce que du coup, il n'y a vraiment pas d'humidité, pas d'eau, enfin, tout est couvert, donc le sable reste mou. Et plus vous marchez dans le sable, plus il se remue et plus il devient mou. Donc oui, il y a des catégories et forcément, sur certaines compétitions, quand c'est en bord de plage, par exemple, le sable doit être traité, il doit être, je ne sais pas le mot, mais un peu tamisé, enfin tamassé, je ne sais pas le mot, pour justement enlever les bouts de verre, les gravillons, tout ce qui peut engendrer une blessure sur un plongeon, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a des plages où le sable, il est déjà tout blanc, tout nickel. Donc oui, non, il y a des catégories de sable, surtout sur les events où on ramène le sable, bien sûr. Là, il y a plusieurs choix de sable et forcément de gamme de prix également. Et du coup, selon les pays, à chaque fois où tu vas faire une compétition, la sensation n'est jamais la même, si? Complètement différent. Alors, généralement, il y a sur la moitié des tournois, je dirais sur 50%, il y a un médium, c'est-à-dire que c'est un sable qu'on retrouve plus ou moins partout, peut-être à 60%. Et il y a des compétitions comme là au Brésil, c'était quand même assez dur. Il y a des compétitions où le sable est complètement mou, on ne sait jamais comment on va s'en sortir. Et non, il y a vraiment différents sables en fonction des compétitions, mais on rencontre quand même une bonne partie du temps un sable qui est entre le mou et le dur. Forcément, après, quand il pleut, ça joue aussi sur le sable, bien évidemment. Quand il pleut, forcément, le sable est plus dur et vous sautez un petit peu plus haut. Et forcément, les styles de jeu ensuite s'adaptent au sable. C'est-à-dire que quand vous avez un sable mou, c'est compliqué pour les filles qui aiment bien, qui sautent haut, enfin qui sautent de base et qui sont grandes et qui tapent fort. D'un coup, elles sautent moins haut et elles tapent moins fort parce que elles ont le filet qui est plus haut. Et du coup, les filles qui sont un peu plus comme moi, peut-être
habiles avec la main à placer s'en sortent beaucoup mieux. Et inversement, sur sable dur, les filles qui sont déjà grandes, ils trouvent un plaisir fou. Et les filles comme moi, quand on a un grand bloc de 2,2 mètres en face de soi, ça devient compliqué, quoi. Donc la stratégie s'adapte aussi en fonction du sable. D'accord, ouais. Et ben, si vous pensiez tout connaître sur le sable, Alexia Richard va vous étonner. Ouais. C'était un plaisir de te Je passe recevoir ma comme vie toujours. dedans. Ouais, merci beaucoup, Alexia. Yes, Top. c'était cool. Puis de toute façon, on se retrouve très bientôt, forcément. Là, comme il y avait des questions et tout, bon, j'espère que tu auras des questions, bien sûr, qui te seront posées en dehors de l'émission. Mais en tout cas, c'est voilà, l'avantage aussi qu'on aura, c'est qu'on aura l'occasion de reparler de plein de choses dans d'autres émissions. Donc ça c'est chouette, quoi. Carrément, carrément. Bon, Martin. Bonne continuation pour la récup, la rééducation pour soigner cette épaule. Bon retour rapide, j'espère, à l'entraînement. En tout cas, ouais, c'était toujours un plaisir, un honneur de te recevoir. Merci pour ton temps. Et du coup, on se voit dans 2 mois, normalement. Yes, j'espère que dans 2 mois, on se fera un petit FaceTime près du soleil, parce que là, il fait pas chaud et que j'aurai repris l'entraînement, mais normalement, ça devrait aller. Et plaisir partagé. Si des personnes ont des questions, qui n'hésitent pas à me les envoyer, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et on se retrouve dans 2 mois avec de nouvelles aventures et de nouvelles histoires à raconter. Super. Bon, merci beaucoup, Martin. Je sais que tu vas m'entendre dans 3 minutes à peu près. Beaucoup moins de pépins techniques quand même que la dernière fois. Mais j'attends ton message impatiemment, et oui, je l'ai reçu, c'est bon. Merci à toi, Laurie, merci à tout le monde dans le chat, merci d'avoir regardé, très bonne soirée. On se retrouve dans 15 jours avec du coup une toute nouvelle invitée qu'on n'a pas encore eu l'occasion de vous présenter, Axel Etienne, que vous avez peut-être suivi du côté de Tokyo cet été en BMX, donc ce sera un plaisir de la recevoir aussi. Et en attendant, passez une très bonne semaine, bonne soirée tout le monde, et à très vite, ciao. Salut à ciao, tous. passez de bonnes fêtes.